Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je suis à Tellworth, pas loin de Ouarzazate, à environ 1h20 de route de là, pour vous présenter la Polestar 5. Vous l'aviez déjà vu lorsque nous étions à Millbrook et que nous testions le prototype, mais ici nous testons cette voiture dans un contexte vraiment réel, cette voiture suédoise. Alors petite remarque pour les haters et les esprits critiques, oui c'est une voiture suédoise. Alors d'accord, l'argent qui finance la marque est en grande partie chinois, mais la voiture est conçue, designée, imaginée vraiment en Suède, donc c'est une voiture suédoise. Sinon, on doit dire que Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda, Seat sont allemands par exemple. On peut dire aussi que Mini est allemand, Rolls-Royce est allemand, donc à un moment donné, mettons fin au débat. Cette voiture est une voiture de conception d'une marque suédoise, même si l'argent derrière, lui, n'est pas forcément suédois, on est d'accord là-dessus. Concrètement, ici, nous sommes à la fin d'un trip qui a emmené ces voitures depuis la Suède, Göteborg, jusqu'ici au Maroc, en passant notamment par les Alpes, par les Pyrénées, par Andorre et ainsi de suite. Donc c'est un trip de presque 5 semaines. Nous arrivons à la fin et aujourd'hui je vais vous dire un peu ce que vaut cette voiture dans des conditions réelles, sur des routes réelles et dans des conditions météo qui ne sont pas forcément favorables à une voiture électrique puisqu'il fait très chaud, on utilise la climatisation tout le temps. Donc voilà un petit peu ce qui va en être. Au niveau de l'esthétique de la voiture, il n'y a pas grand chose à en dire, mais je vais quand même vous montrer quelques petits détails. Alors, bien entendu, avant d'aller plus loin, on n'oublie pas, on s'abonne, on active les notifications, c'est important pour nous. Maintenant, parlons un peu du style de cette voiture. Je vous l'ai déjà décrit dans la vidéo précédente, mais on va revenir sur les détails importants. Il y a d'abord cette signature lumineuse qui est un dérivé ici du fameux marteau de Thor qu'on voyait sur les Volvo et qui ici reprend en deux éléments. Il n'y a pas de surprise si vous avez déjà vu une Polestar 4, sauf que c'est traité ici avec un peu plus de finesse. L'autre élément intéressant qui reste traditionnel chez Polestar, c'est le fameux autocollant ici qui nous dit qu'on a affaire à la version dual motor avec 550 kW ici et une batterie de 112 kWh. Donc c'est la version de base pour le moment. Il y a une version performance avec laquelle je roulerai tout à l'heure. Enfin, on voit qu'on a un profil très bas. Polestar vend la 5 comme une GT électrique à 4 portes, 4 places. Peut-être 5, on verra. Donc là-dessus, c'est vraiment le contrat est rempli, la voiture est basse, la ligne est très fastback. Et enfin, quand on vient à l'arrière, il y a forcément ce détail très important, propre à Polestar pour le moment, qu'on avait déjà vu avec la 4 et qu'on revoit avec la 5 ici, l'absence totale de lunettes arrière avec une caméra qui remplace la lunette. On en parlera quand on conduit, mais franchement, c'est pas gênant et ça donne une personnalité esthétique à la voiture. Dernier élément, chez Polestar, les signatures lumineuses à l'arrière sont très importantes et on voit que c'est encore le cas ici avec ce bandeau très très fin, très travaillé qui apporte lui aussi une vraie personnalité et qui permet de reconnaître la voiture au premier coup d'œil. Alors maintenant, il est temps de vous parler de la partie dynamique de cette voiture. Donc à l'époque, j'avais essayé à Millbrook, mais bon, on était limité en vitesse, on était sur des routes entre guillemets fermées, donc c'était pas représentatif de ce que vaut vraiment une voiture comme celle-ci, sachant que Polestar la vend comme une Super GT, 5 portes, 5 places, électrique bien entendu. Donc là, ici on est dans une version performance. La différence avec la dual motor, c'est tout simplement qu'elle passe de 550 à 650 kW, donc une puissance d'environ 884 chevaux ici dans le cas présent pour 2 tonnes 3 toujours. Ça n'a pas changé. L'autre grosse différence avec le modèle avec lequel j'ai roulé hier, c'est que bien entendu, on a des jantes de 22 pouces ici au lieu de 21 pouces et la version performance dispose d'une suspension qui va être réglable en 3 niveaux. On a une voiture qui, malgré ses 5 mètres de long, reste très facilement utilisable au quotidien dans un contexte urbain. Donc ici, concrètement, je vais régler les suspensions pour qu'elles arrivent dans le mode le plus ferme. Donc là, c'est assez simple. On va ici. Drive, suspension, elle est déjà en mode ferme ici, donc ça c'est pas mal. Et donc on a Nimble qui est la version intermédiaire et Standard qui est la version la plus confortable. On a deux possibilités donc pour l'ensemble motopropulseur, performance ou range, donc autonomie ici. 3 niveaux de réglage pour la direction. Moi j'aime bien le firm quand on doit conduire de façon un peu plus active, mais sinon la version standard est vraiment très bien calibrée pour 90% des conditions dans lesquelles vous allez rouler. Et pour ce qui est du One Pedal Drive, je le laisse en version low, mais il y a 3 niveaux ici. Le standard qui permet vraiment une régénération très forte. Donc voilà, hop, on va prendre, on est à 65 à l'heure, je lève et vous voyez la voiture ralentit de façon très progressive. Et est-ce qu'elle va jusqu'à l'arrêt? Un vrai arrêt. Parfaitement. Donc là, il n'y a pas de souci. Si je le mets maintenant en version low, toujours dans le même contexte, on remonte à 65. Hop, voilà, je lâche et on voit que la distance, la régénération est moins forte, plus douce. Donc ça peut être plus agréable dans un contexte plus roulant.
mais on va également arriver jusqu'à un arrêt complet. Donc hop, très progressif, la voiture arrive à un arrêt complet. Dernier test, si on le met en version off, dans ce cas-là, hop, je remonte à 65 km/h, on est déjà un peu plus sur le plat, donc ça devrait être moins efficace, et hop, et là on voit que la roue libre reste très efficace. Ce n'est pas aussi convaincant de nouveau que ce qu'on a par exemple sur une Mercedes CLA ou un BMW iX3 pour prendre des modèles équivalents en termes de positionnement premium, mais un peu plus bas en gamme en termes de dimension de performance. Mais on peut voir quand même qu'ici, on a une voiture qui a quand même une bonne roue libre, donc qui est très bien pour la consommation en soi. C'est quelque chose qu'on peut utiliser également. Seul reproche que j'ai, c'est qu'effectivement le menu ici est très ergonomique, mais on n'a pas de possibilité de moduler ça sans passer par l'écran. Ça, c'est un petit peu dommage pour une voiture qui incite à la conduite, qui se prête à jouer sur les niveaux de régénération en fonction des conditions de circulation, du profil de la route. Est-ce que c'est plus sinueux ou pas? Est-ce qu'on attaque un peu plus ou pas? Ça, c'est un petit bémol qui doit être noté. Vous voyez ici, hop, par contre, je suis toujours sans régénération et on voit que la voiture va vraiment en roue libre. Je vais le mettre en mode standard et hop, là, on sent de suite la voiture qui freine et donc on est même en descente. Et vous voyez, hop, c'est très efficace, mais ça reste progressif. Quand on parle de GT, on parle de grand tourisme, c'est-à-dire voyager avec la voiture. Et cette voiture incite au voyage et permet d'aller découvrir des décors comme ceux-ci. Parce qu'en termes d'autonomie, on est confortable, on a 400 vrais kilomètres en conditions de route classiques comme ici. Donc franchement, c'est tout à fait abordable. La seule problématique que vous aurez forcément, c'est de pouvoir recharger dans un pays comme le Maroc ici, où l'infrastructure n'est pas forcément optimale sur ce point-là. Alors, petit intermède studieux pendant ces 2 jours de conduite de découverte de la Polestar 5. Nous sommes ici, toujours au Maroc, forcément, à Nour, le centre solaire du Maroc. Concrètement, c'est ce qu'on appelle un CSP, Concentrated Solar Power Plant. Donc, c'est une usine à énergie qui se fait via l'énergie solaire. Vous voyez autour de moi, il y a des miroirs solaires. Et au total, il y a plus de 2 millions, oui, plus de 2 millions de miroirs de ce type de surface. Tout simplement pour permettre au Maroc de devenir le moins dépendant possible des énergies fossiles. L'objectif, c'est à 2030 de produire plus de 50% de son énergie domestique via le renouvelable, donc principalement via le solaire. Et ici, on est tout simplement donc dans l'usine solaire la plus grande au monde actuellement. L'énergie solaire est captée par ces miroirs et elle est stockée dans du sel issu de la montagne, on n'est pas loin de la chaîne de l'Atlas ici, et qui va permettre de chauffer de l'eau et donc d'alimenter des générateurs durant la nuit. Donc en gros, ça chauffe la journée, ça tourne la nuit pour produire l'électricité. Et quand on se rend compte de l'énergie produite via cette technologie, on se dit que certains pays ont plus d'avantages que d'autres pour pouvoir alimenter des voitures électriques comme celle-ci sans abîmer la planète. L'autre feeling, c'est qu'on a une voiture qui est vraiment très réactive. Ici, on est en performance. La voiture réagit très vite aux accélérations de façon constante. Mais vous voyez, on prend toujours un peu de roulis. C'est intéressant parce que ça veut dire que ça téléphone les réactions de la voiture. Ça la rend plus prévisible et donc ça inspire de la confiance. Ça permet également, lorsque les pneus chauffent un peu plus, hier j'ai essayé d'aller un peu plus fort avec la version dual motor, donc il n'y avait pas les réglages de suspension. Ça permet aux pneus de vous prévenir quand ils sont un peu en surchauffe, surtout à l'avant, et donc de moduler votre rythme en fonction pour ne pas leur demander de trop. On va pouvoir voir également que c'est une voiture, hop, on accélère, ça accélère très fort, mais quand on freine, c'est très stable. La voiture ne bouge pas, c'est vraiment très efficace. Je regrette juste que ça manque un petit peu de puissance à l'attaque des freins de nouveau. On est avec une voiture qui est forcément très lourde, 2,3 tonnes, donc quand c'est lancé ici à haute vitesse, je préférerais avoir ce feeling d'avoir l'attaque de frein qui est plus marquée. Au niveau du confort, la voiture est extrêmement confortable dans tous les cas de figure. C'est-à-dire ici, on a les jantes de 22 pouces avec des pneus en hauteur 35 à l'avant, des 255-35 à l'avant, des 295-30 à l'arrière. La suspension a un mode ferme. Et clairement, on n'a aucun problème de confort, même quand on passe sur des nids de poules, etc. Forcément, on les sent, mais c'est très feutré. La suspension est ferme, mais elle n'est pas sèche. Ça, c'est une vraie caractéristique propre à Polestar, qu'on retrouve dans toutes les Polestar, quelles qu'elles soient. C'est cette option du confort en toutes circonstances, mais avec un peu plus de fermeté, par exemple, que ce qu'on peut avoir chez Mercedes, où là aussi, on a du confort en toutes circonstances, mais avec un peu plus de mollesse, on va dire, dans la sensation, dans le comportement de la voiture. Ici, non, ce n'est pas le cas. On voit que la voiture est très réactive. Hop, vous voyez, hop, c'est très contenu. C'est-à-dire la voiture ne va pas commencer à balancer. On sent que les suspensions maîtrisent la masse,
mais n'annihile pas totalement les mouvements de la caisse. Moi, je trouve ça plus agréable. C'est plus GT, clairement. C'est pas sportif, c'est GT, mais c'est très bien calibré. Ça ne va pas jusqu'à la performance absolue, la plus poussée possible, parce que de toute façon, ce n'est pas la vocation de la voiture, donc ça n'a pas un grand intérêt. On a par contre une voiture qui va être agréable à rouler dans toutes les conditions. Ici, on va reprendre la même route, mais en montée, on va pouvoir un peu attaquer puisqu'on a croisé personne, on sait qu'il n'y a personne. Et donc ça va permettre de voir un petit peu comment se comporte la voiture quand on pousse un petit peu plus. Forcément, c'est un comportement que je n'encourage pas, mais qui est nécessaire ici pour vous permettre de juger vraiment la voiture. Et voyez, hop, j'ai laissé la voiture aller un peu plus large, je donne la correction avec le volant, le train avant suit. Donc ça, c'est quand même très rassurant parce que ça veut dire que on va pas se retrouver avec un sous-virage massif. Donc on va vraiment avoir un train avant qui reste quand même avec un bon pouvoir directeur. Hop, hop. Même quand on force un peu le trait pour provoquer le sous-virage ne vient pas. Il faut vraiment aller très fort et ce qui n'est pas la vocation de la voiture. Mais vous voyez, hop, ici, ça va vraiment tout seul. Les accélérations sont vraiment impressionnantes. Mais impressionnantes pas tellement par leur brutalité, absolument pas même, parce qu'elles sont d'une progressivité vraiment exceptionnelle. À ce niveau-là, tout est progressif, il n'y a aucune violence dans la performance, mais la performance est réelle. Je précise qu'ici, je suis avec la version performance, donc la suspension pilotée en version ferme. Je vais la remettre en mode nimble, simplement pour avoir quelque chose qui est plus conforme à ce qu'on a sur la dual motor. Et même là, on se rend compte qu'on a une voiture, voilà. Les mouvements de caisse restent marqués, mais pas énormément. Juste ce qu'il faut pour qu'on sente que la voiture vit. C'est vraiment ça, on sent la voiture qui vit. Et donc c'est agréable, mais on garde toujours cette réactivité. C'est juste que là, on a une accélération qui va être plus progressive, même si elle reste toujours conséquente. Hop, voilà, je ne devrais pas le dire, mais là, voilà, on est à 160 sans avoir rien compris. Et c'est le côté assez fascinant d'une voiture électrique bien conçue. C'est qu'on a une performance qui est très élevée sans qu'elle ne soit... comment dire, c'est pas impressionnant, ça fait pas peur, quoi. Mais on sent une maîtrise, mais ça demande de l'attention parce qu'il n'y a aucun bruit moteur ici, il n'y a aucun bruit simulé non plus. Le seul indicateur de vitesse, c'est vos yeux, puisque c'est ce que vous voyez sur le compteur et via la vitesse à laquelle le paysage va défiler. Le bilan de cette voiture, excellent confort. En toutes circonstances, qu'on parle des sièges, de l'insonorisation, des commandes, c'est-à-dire le retour des commandes, vous rassure, ne demande pas trop d'efforts ni trop peu, donc c'est très bien calibré. Un confort aussi dans la façon dont la performance est distillée, dans l'accélération, des performances très élevées, la voiture peut aller très vite en toutes circonstances, en ligne droite, en virage, sur un parcours très sinueux et avec de gros changements de rythme, ou avec un parcours qui va être plus sur le rythme élevé, constant. La voiture est une vraie GT électrique ici. Est-ce que le bruit moteur nous manque à un moment donné? Très honnêtement, non. Et je sais de quoi je parle ici. Je sors quand même d'un trip avec une Ferrari 12 cylindrique. Je vous invite à regarder la vidéo. Et à aucun moment donné, je me suis dit, tiens, il me manque quelque chose pour que j'aie du plaisir à rouler avec cette voiture. C'est-à-dire que quand vous en sortez, vous avez envie d'y retourner. Et ça, c'est un signal fort. Ici, dernier élément, c'est important par rapport à la lunette arrière. En conduite, très honnêtement, on n'est jamais gêné par ça parce que l'écran ici fonctionne particulièrement bien. Je vous en reparlerai quand je serai assis à l'arrière. J'aurai plus le temps de le faire en étant au calme. Donc voilà un petit peu le bilan dynamique de cette Polestar 5 en conditions réelles. C'est vraiment un produit très réussi. Plus convaincant qu'une Porsche Taycan ou une Audi e-tron GT, mais qui pourrait avoir fort à faire si on l'oppose par exemple à une Lucid Air qui est très proche dans le concept et dans l'approche. Maintenant, je vais à l'arrière et je vous dis ce que ça donne. Voilà, maintenant je me retrouve un peu à l'arrière avec un charmant conducteur qui va m'emmener sur les mêmes routes. Et donc pour sortir de l'endroit où nous nous retrouvons pour boire un petit café, il faut passer par un petit chemin de terre qui va être un petit peu plus accidenté. On va dire ça comme ça. Et donc ça va déjà être un premier bon test pour le passager à l'arrière, puisqu'on parle quand même du GT pour 4 ou 5 personnes. Pourquoi est-ce que je disais 4 ou 5 personnes? Parce que concrètement, vous voyez, la voiture a quand même été conçue pour pouvoir mettre une 5e personne ici avec la ceinture. Maintenant, c'est vraiment pour dépanner. Clairement, Polestar ne se cache pas du fait qu'ils ont d'abord conçu la voiture avec la couloir centrale placée comme ceci pour avoir une vraie GT 4 places avec ce sentiment de cocon amplifié par l'absence de lunettes arrière, ce qui n'est pas gênant du tout. Et donc je revenais sur cet élément-là. Quand on conduit, l'écran central qui sert de rétroviseur est vraiment très efficace et ne pose aucun problème, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on roule. Le seul domaine dans lequel ça peut être éventuellement gênant, c'est quand vous avez des enfants à l'arrière, vous ne les voyez pas forcément quand il est en mode écran comme ça.
si vous ne voyez pas vos enfants à l'arrière via ce rétroviseur-là. Vous avez toujours une petite commande qui permet de récupérer un miroir classique, mais voilà. En dehors de ça, il n'y a vraiment pas de contraintes, donc je pense que c'est un débat qui est là pour les gens qui aiment critiquer, mais dans la vraie vie, ça n'est pas vraiment un problème. Maintenant, ça n'engage que moi, vous pouvez avoir un avis différent, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En termes de place, on a un empattement qui est similaire à celui d'une Polestar 4, pour un encombrement qui est supérieur, mais avec une garde au toit qui ici reste suffisante pour moi. Je fais 1m78, quelqu'un qui fait 1m85 et 1m90 sera peut-être un petit peu plus engoncé, voire gêné ici. On a la possibilité ici, vous voyez, hop, de régler l'inclinaison du dossier, ce qui est très agréable quand vous roulez en long cours, hein, clairement, on a de quoi faire, c'est très bien. Alors, premier élément négatif qui est lié à un point fort de la voiture, la Polestar 5 est basée sur une plateforme en aluminium collé, dans laquelle la batterie est séparée en 2 packs qui sont placés sous les sièges, pour libérer des carapieds et donc ne pas avoir les genoux trop hauts. Ce qui est très très bien, mais qui vous empêche forcément de placer vos pieds sous le fauteuil avant, puisque là, il y a la batterie, on ne sait pas mettre les deux en même temps. Ça, c'est un petit bémol éventuellement pour les plus grands. Deuxième élément, quand la personne devant vous s'est assise et a reculé le siège, si vous arrivez à l'arrière, il manque cette petite commande qui permet de réavancer le siège avant pour profiter au maximum de la place. C'est un petit détail, mais dans une voiture de ce type, c'est un peu surprenant. En termes de place pour les jambes, vous avez largement de quoi faire jusqu'à 1m90, je pense, sans trop de problèmes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Une très bonne qualité audio également, très immersif avec le système Dolby Atmos. Vous voyez ici, la route est vraiment très bosselée, il y a des creux, etc. Alors, on saute un petit peu plus forcément qu'à l'avant parce qu'il y a un peu moins de maintien, mais ça n'est vraiment pas inconfortable en soi. À aucun moment, on a l'impression d'être maltraité ici sur la voiture. C'est une vraie réussite. Enfin, dernier élément, vous n'aurez pas pu le manquer, il y a un toit panoramique vitré ici. À aucun moment en ces 3 jours de road trip au Maroc, nous avons senti le besoin d'avoir un Vélum, que ce soit pour la visibilité sur les écrans, pour l'exposition au soleil ou quoi que ce soit. Donc le système est vraiment très réussi. Je craignais vraiment que l'absence de Vélum soit contraignante et puisse même éventuellement être rédhibitoire comme sur certaines voitures. Ce n'est pas le cas ici. Donc bilan à l'arrière de cette Polestar 5, dans sa version performance, donc a priori la moins confortable des deux, c'est que le confort est vraiment excellent à l'arrière aussi. Restent certains éléments pratiques. On parle d'une GT 4 places, plus une éventuellement, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir voyager à 4. Est-ce qu'elle le permet au niveau du confort, etc. On en a parlé, oui. Par contre, en termes de place pour les bagages, c'est plus mitigé. On a un coffre qui annonce 365 litres, si je ne dis pas de bêtises, oui, 365, dont 52 dans une sorte de petit compartiment sous le plancher principal. Et on peut y ajouter 62 litres au niveau du frunk. Donc c'est pas mal, mais ça va être limite si vous voulez partir une semaine avec chacun sa petite valise cabine plus un sac à dos. Là, ça devient un peu limite. Il ne faut pas moins, quoi. Donc sachez-le quand même. Et me reste à parler un petit peu des prix. Et là-dessus, concrètement, on est dans des tarifs qui sont relativement élevés tout de même. On est au-delà des 100 000 euros d'office, voire même des 130 000 euros pour la version performance, ce qui reste un prix comparable à ce que propose la concurrence directement. Reste à savoir, est-ce qu'on mettrait plutôt ce prix dans cette Polestar, dans une Lucid Air ou dans une Porsche Taycan par exemple. À titre personnel, j'irais plutôt le mettre dans cette voiture-ci qui me paraît être l'offre la plus cohérente et la plus convaincante de toutes, surtout la plus polyvalente. Mais la Lucid Air reste quand même quelque chose de très compétitif aussi. En termes de produits à proprement parler, j'ai envie de dire malheureusement pour la Porsche Taycan ou l'Audi e-tron GT qui sont les deux autres vraies concurrentes, elles ne sont pas au niveau en termes de polyvalence, d'espace à bord, de confort. Par contre, en termes de performance, elles sont dans le jeu. Voilà un petit peu le bilan pour l'intérieur et pour la partie dynamique de cette Polestar 5, qu'elle soit en dual motor ou en performance comme celle-ci. Vous l'aurez reconnu d'ailleurs aux fameuses ceintures Gold. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de la Polestar 5 en conditions réelles. Clairement, il y a des apprentissages, il y a des confirmations par rapport à notre essai du prototype, mais vraiment, c'est une voiture qui est assez impressionnante dans la qualité du produit global et également sur ses éléments spécifiques. Dites-nous ce que vous en pensez. Pour le reste, moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.